Le groupe est la société Hydrokit. Le groupe est spécialisé en fait dans la conception et la fabrication de solutions électro-hydrauliques et robotiques destinées aux machines mobiles, les marchés agricoles et les travaux publics principalement. Notre groupe, c'est 50 millions de chiffre d'affaires, environ 300 personnes. On est implanté en Vendée pour la survie, mais on a aussi une filiale en Angleterre, une en Allemagne, une en Espagne, une sur l'île de la Réunion et une au Sénégal. Et le chiffre d'affaires export, c'est environ 20% de notre chiffre d'affaires. Bonjour, ceux qui n'ont pas vu. Je suis Olivier Chasseriot et vice-président également avec Sophie de Vendée International. Je co-anime également le Club Afrique de l'IOC avec Frédéric Chéreau. Et puis à ce titre-là, en plus de cela, je suis également président du Challenge du Pays de Mortagne, entreprise qui réunit les entrepreneurs du territoire de Mortagne-sur-Cère. On est une centaine d'adhérents. C'est une association extrêmement dynamique. Et je suis PDG de Stilgo, entreprise de charpente métallique couverture bardage, située à la mairie. Donc, on est une cinquantaine de personnes, on fait 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on exporte essentiellement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Donc, avant de repasser la parole à Sophie, j'ai pour mission de vous présenter VETI, Vendée International, association fondée il y a 10 ans, en 2013. On est une quarantaine d'entreprises adhérentes. L'objectif, comme vous l'avez compris, c'est de créer un réseau, de fédérer des sociétés qui sont déjà exportatrices, mais aussi d'aider des primo-exportateurs qui se posent des questions, qui ne savent pas trop comment démarrer leur activité à l'export. Donc, on est là pour s'entraider, pour se donner des conseils. On facilite nos expériences, on partage des choses avec Vendée International, mais aussi avec l'IOC pour le Club Afrique. On échange des petits détails pratiques. Hein, toutes les semaines, il y a des échanges sur nos réseaux, sur les réseaux WhatsApp. Et voilà, donc j'invite ceux qui ne connaissent pas encore l'asso et qui ont envie d'exporter. C'est toujours pas mal de pouvoir se faire aider. Et vous serez les bienvenus parmi Vendée International. Sophie, quels sont les derniers chiffres de l'export en Vendée? De l'économie vendée? En bref, quelques données effectivement sur le niveau d'exportation des entreprises vendéennes qui sont à nouveau en progression au 4e trimestre 2022. En cumul, donc sur l'année 2022, le montant des exportations vendéennes a progressé de 9%. Comparé à 2021 et qui est revenu au niveau d'avant-crise, c'est-à-dire en 2019, qui correspond à peu près à 5% du chiffre d'affaires des entreprises vendéennes. Les principales filières donc, exportatrices, que sont la construction nautique et l'agroalimentaire, observent une hausse aussi de leurs exportations, excusez-moi, excepté pour le poste viande et produits à base de viande. Les exportations vendéennes progressaient vers l'ensemble de nos partenaires économiques et dans l'ordre, l'Allemagne qui progresse de 11%, 21% par rapport aux États-Unis, 13% pour les Royaumes-Unis et 19% en Espagne, 11% en Italie. Comparé au niveau d'avant-crise 2019, seuls les flux vers les États-Unis demeurent en retrait de 14%. Merci, Chine. Et je repasse la parole à Jean-Philippe. Ça, l'équipe. Donc, qu'est-ce que l'objet de cette rencontre aujourd'hui, c'est de vous proposer d'exposer effectivement l'actualité géopolitique à l'aune justement de cette crise climatique que nous vivons. L'objectif, c'est d'arriver à vous donner des grilles de lecture pour mieux comprendre effectivement le contexte actuel et
Le but, c'est de comprendre de manière à pouvoir anticiper les changements, adapter sa stratégie et de manière à pouvoir se projeter plus sereinement dans les futures activités. Donc, il y a effectivement une lecture de l'instant T et surtout une projection de quels sont les impacts sur nos activités de manière générale. Donc, c'est en gros quels sont les risques liés au changement climatique et quelles sont leurs conséquences sur les diverses activités industrielles ou autres qu'on peut avoir et sur les activités à l'export, puisqu'effectivement, il y a un lien aux effets qui fait que il faut prendre en compte toute la structure de la chaîne de manière à pouvoir comprendre en quoi ça va nous impacter. Donc, c'est de manière à pouvoir anticiper ces risques-là et anticiper la pérennité de nos activités économiques dans leur globalité sur le bassin vendéen. Donc, c'est les questions auxquelles Julia Tass vous répondra aujourd'hui. Donc, Julia, je vais vous demander de venir, je vais la présenter pas plus arrive. Donc, Julia est directrice de recherche à l'IRIS, est responsable du programme Climat, Énergie et Sécurité. Ses travaux de recherche portent sur les interactions entre géopolitique, sécurité et climat. Elle co-dirige notamment avec François Gémen l'Observatoire Défense et Climat, qui est un projet financé par le ministère des Armées. Cet observatoire étudie les implications en termes de sécurité des changements climatiques et produit des rapports à visée prospective. Julia est également spécialiste de la géopolitique de la mer. Elle est enseignante à l'IRIS-SUP et à Sciences Po Paris. Donc, je passe la parole. Et j'invite effectivement le cours de déroulé de la présentation. Si vous avez des questions, de les noter de manière à pouvoir derrière les ressortir pendant le débat. J'ai oublié de dire à ceux qui étaient arrivés après l'AG qu'en adhérant à Vendée International, et ça s'est opéré, on le disait à l'AG ces dernières années, on adhère à non seulement AVI, mais on peut participer aux manifestations organisées par l'IOC, par Mayenne International ou SART International. Ce qui fait qu'on a une grande palette d'échanges, non seulement avec les entrepreneurs vendéens qui exportent, mais aussi avec tous ceux de la région, sauf le Maine-et-Loire parce qu'ils n'exportent pas, mais tous les autres quand même exportent. Donc il ne faut pas oublier, c'est un point important à souligner parce que ça élargit le champ d'action et d'application. Julia. Bien, bonjour à tous. Donc, je pense que tout a été dit sur mon parcours. Donc, je travaille effectivement sur les interactions entre climat, géopolitique et sécurité. Et aujourd'hui, ce que je propose, c'est une conférence interactive. Donc, n'hésitez pas, on aura des moments de pause entre chaque partie. Donc, dans un premier temps, je vais revenir sur l'objet de mes études dans le cadre du contrat qui a été mentionné pour le ministère des Armées, c'est-à-dire qu'on est plusieurs chercheurs à étudier la manière dont les changements climatiques vont avoir des possibles conséquences politiques, des conséquences sur la sécurité humaine, c'est-à-dire la sécurité physique, alimentaire, etc. Ça, ce sera l'objet de cette première grande partie. À la fin, il y aura un temps d'échange sur ces sujets-là. Ensuite, j'essaierai de faire quelques focus sur la manière dont, à la fois la géopolitique, mais aussi et surtout la crise climatique peuvent affecter la pérennité de certaines activités économiques. Donc, je vais faire quelques focus, puisque malheureusement, en 20 minutes, c'est assez compliqué de couvrir tous les sujets, puisque chaque partie fera à peu près 20 minutes. Et puis, à la toute fin, je garderai un peu de temps pour qu'on parle, alors, on les appelle parfois des risques transitionnels, ou des risques liés à la transition, c'est-à-dire quels sont les risques liés à la manière dont les États vont se saisir du sujet climatique. Quels sont les risques liés aux politiques publiques mises en place par les différents États pour répondre à ces enjeux. Et nous, d'un point de vue géopolitique, ce qui nous intéresse, c'est l'éventuel retour du protectionnisme dont on parle lors de cette dernière partie,
la manière dont les États-Unis, dont la Chine, dont l'Europe se saisissent de ces enjeux climatiques, y répondent par des politiques publiques qui peuvent être accompagnées eh bien de désavantages à la fois pour certaines classes sociales et donc de mouvements sociaux. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on fait passer des programmes ou des politiques publiques, et puis aussi et surtout des risques pour les acteurs privés qui sont plus ou moins accompagnés dans l'intégration de ces politiques publiques qui sont liées au changement climatique. Il y a beaucoup de choses à dire sur le changement climatique, et donc j'aurai pas le temps de passer en revue avec vous tout ça. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Si vous avez ensuite des questions sur le changement climatique en lui-même, n'hésitez pas à venir me voir à la fin de la conférence, et on pourra en rediscuter. Mais je passe toutes les slides sur la manière dont le changement climatique fonctionne pour m'intéresser directement aux conséquences de ces changements climatiques sur les populations. Donc, ce que vous avez à l'écran, c'est une slide qui regroupe certains impacts du changement climatique qui sont les plus observables et qui sont aujourd'hui l'objet d'études et de modélisation. Donc, il y a évidemment les changements de régime de précipitation, c'est-à-dire qu'il va pleuvoir parfois plus intensément dans certaines zones, moins dans d'autres, de manière plus continue ou non. L'augmentation de la température moyenne globale, effectivement, c'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique, mais aussi l'élévation du niveau des mers et des océans, l'augmentation des phénomènes climatiques extrêmes. Alors, par phénomène climatique extrême, on entend cyclone, ouragan, typhon, mais aussi vagues de chaleur, sécheresse, inondations. Et puis l'acidification des océans qui peuvent concerner certaines activités économiques, notamment la conchyliculture, les ostréiculteurs, etc. Donc toutes les activités économiques qui se basent sur l'océan et l'équilibre acide de l'océan. Je passe sur cette magnifique slide absolument pas déprimante sur la manière dont les précipitations vont évoluer et dont l'évolution de la température moyenne globale peut évoluer aussi. Peut-être 2 points pour que vous puissiez ancrer le reste de mon propos. Donc, le groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, le GIEC, ça rassemble des scientifiques de tous les pays qui font des revues de littérature, c'est-à-dire qu'ils s'appuient sur les études qui ont déjà été menées, et à partir de ces études qui ont déjà été menées, ils peuvent indiquer un niveau de certitude, parce qu'en fait, X nombre d'études aura eu le même résultat, et donc on peut dire qu'il y a une forme de certitude liée à un phénomène précis. Donc ce GIEC sort des rapports tous les 6 ans à peu près. Donc il y en a eu un qui est sorti en 2014, et il y en a eu un qui est sorti très récemment, là, en 2021-2022. Les chiffres que vous voyez, qui s'appellent RCP 2.6 et RCP 8.5, ce sont des chiffres qui sont très souvent utilisés dans la littérature scientifique autour du climat, parce que ce sont des scénarios du GIEC. 2.6, c'est le plus optimiste, et 8.5, c'est le plus pessimiste. Et souvent, on dit que le plus pessimiste, pour l'instant, c'est celui vers lequel on s'oriente. Donc, vous pouvez considérer que le business as usual, si vous voulez vraiment vous préparer, c'est le plus pessimiste. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand le ministre Christophe Béchu a dit que la France allait se préparer à un monde à plus 4 degrés, en fait, c'est simplement pour ne pas, je dirais, se préparer vraiment au pire en tant que puissance publique, mais aussi, pour l'instant, au probable. Donc, voilà, c'est plus 4 degrés, c'est possiblement, ça va peut-être arriver, et il faut simplement se préparer. Plus on se prépare, moins on va en souffrir. Je passe sur ça. Quel est notre rôle au sein de l'IRIS, donc un think tank qui travaille pour des ministères, qui travaille parfois pour des entreprises? Ça va être d'établir des scénarios, mais aussi de fournir des études sur le dernier niveau de ce que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire que nous, on n'étudie pas l'impact du changement climatique, donc tous ces travaux du GIEC notamment. On va avoir des liens avec des chercheurs qui étudient les conséquences socio-économiques, etc. de ces impacts. Et nous, on va vraiment venir appuyer sur quels sont les risques et les menaces. Toutes ces slides, je ferai en sorte qu'on puisse vous les envoyer ensuite.
Parce qu'à chaque fois, vous pouvez voir que, justement, pour chacun des objets que je vous présentais sur la première slide, c'est-à-dire un impact du changement climatique, on regarde les conséquences et on regarde les risques liés. Comme vous le voyez, en général, puisque ce sont des risques, ce ne sont jamais des bonnes nouvelles. Je ne vais pas les détailler ici, mais notre job n'est pas de venir avec des bonnes nouvelles. C'est pour ça que ne soyez pas trop déprimés si vous voyez ces choses. Ça ne décrit pas toutes les bonnes nouvelles. Ce n'est pas le but. Notre objectif, c'est de parler du pire possible pour que, alors, la puissance publique française, et notamment le ministère des Armées, puisse se préparer au pire. Cela dit, vous trouverez plein d'autres travaux scientifiques qui vont aussi décrire les innovations, les opportunités que représente cette crise en termes à la fois d'organisation publique, de transformation du contrat social, etc. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits autour de ce sujet-là. Malheureusement, aujourd'hui, je vais me concentrer plutôt sur ce qu'il faut avoir en tête pour se préparer à un monde à +2, +3, +4 degrés. Globalement, ce qui est certain, c'est que le changement climatique va avoir un impact sur l'ensemble du globe. Ça, on est certain, avec des différences, puisque certaines régions se réchauffent plus vite que d'autres, notamment l'Arctique et la Méditerranée. Il faut savoir aussi que, de manière assez contre-intuitive, l'océan, d'une part, n'est pas à la même hauteur partout autour du globe, et d'autre part, ne connaît pas une hausse égale partout autour du globe. Donc, en fait, on pense souvent à l'océan comme le haut d'un verre d'eau, mais il faut se dire qu'il y a des monts, des zones océaniques qui sont plus hautes que d'autres, et certaines vont augmenter, d'autres pas. Et il y a même, bonne nouvelle, des territoires qui, parce qu'ils dégèlent ou des choses comme ça, sont plus légers et donc remontent. C'est le cas notamment de la Norvège et de la Scandinavie. En fait, eux, ils ne vont pas connaître de hausse du niveau de la mer parce que le territoire s'élève parce qu'il est moins comprimé par des glaces. Donc tout est possible. Mais ce qui est certain, c'est que finalement, il y a une décorrélation entre ceux qui émettent et ceux qui subissent. Et de manière totalement aléatoire, puisque aujourd'hui, les changements climatiques, ils ont des effets très différents en fonction des zones, et qu'il n'y a vraiment pas de corrélation entre le lieu où les émissions sont faites et puis la manière dont les changements climatiques vont affecter les populations. Et le GIEC exprime ça très bien en disant que le risque vient principalement de la gouvernance et de la manière dont on anticipe les choses, les impacts que l'on connaît des populations viennent de la capacité de gouvernance. Donc au niveau européen, nous sommes très bien dotés puisque nous avons des institutions qui sont basées sur la démocratie, qui sont basées sur la République, qui sont basées sur l'idée que le changement climatique va avoir lieu et qu'il faut s'y préparer. Cependant, c'est ça qui crée vraiment la géopolitique du climat. Quand on parle de géopolitique du climat, on parle vraiment de la manière dont on essaye de répondre à ce désalignement entre ceux qui émettent et ceux qui vont vivre les catastrophes. Et cette carte, elle vous montre de manière très schématique là où on va assister à tel type d'impact du changement climatique. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a quand même une énorme partie du continent africain qui sera touchée par un risque qu'on appelle extrême, c'est-à-dire que non seulement le changement climatique s'y fera ressentir, mais en fait, les institutions ne seront pas capables d'y répondre, donc c'est ça qui constitue un risque pour les populations. Mais il y a aussi des zones extrêmement peuplées, comme l'Inde ou la façade pacifique de la Chine, et puis toutes les îles du sud-est asiatique. Je vous passe les détails, mais en fait, ces grandes régions vont vraiment vivre des impacts différents du changement climatique. Certaines vont vivre la désertification, d'autres vont vivre la montée du niveau des eaux, puisque, comme je vous ai dit, elle n'est pas forcément égale partout autour du globe. Et puis, on va ajouter à ça des phénomènes comme El Niño. Donc, si vous avez des questions sur El Niño, je pourrais y répondre à la fin de la conférence, mais qui est prévu normalement pour cette année et qui va ajouter des paramètres à ces conséquences du changement climatique. Il y a beaucoup de travaux scientifiques sur les risques climatiques. Et tout dépend du prisme que l'on adopte. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une carte de ce qui est appelé par cette ONG allemande les risques climatiques. Or, qu'est-ce qu'il compte? Il compte le nombre de morts que l'on peut associer à un événement climatique extrême.
Pourquoi la France est en orange, ce qui peut quand même être un petit peu contre-intuitif à l'échelle du monde, quand une partie des pays africains apparaissent en jaune clair, tout simplement parce que c'est depuis 2000 jusqu'à 2019. Et dedans, il y a la canicule de 2003. Et on a comptabilisé tous les morts liés à la canicule de 2003 comme des morts liés au changement climatique. Et donc la France, dans beaucoup de classements, se situe comme un des pays les plus exposés au changement climatique, ce qui prouve bien que c'est plus, d'une part, une comptabilisation, mais d'autre part, une préparation des institutions, que véritablement un risque réel du changement climatique. C'est-à-dire que si on avait été préparé à la canicule de 2003, on n'apparaîtrait dans aucun classement. Un point intéressant, parce qu'il est assez peu pris en compte, c'est le risque sanitaire lié au changement climatique. Donc, la vague de chaleur, très souvent, on l'envisage comme quelque chose qui va être pris en charge par des dispositifs comme des brumisateurs, ou le fait de rester chez soi et de s'hydrater. Il faut vraiment inscrire ce risque dans les pratiques, à la fois des citoyens, mais aussi des entreprises, puisque les vagues de chaleur elles vont s'associer parfois de rayonnements UV qui peuvent être difficiles à vivre, et puis d'humidité. Alors, c'est peut-être un peu moins le cas pour le reste de la France, mais il y a certaines régions où la conjugaison d'une très forte chaleur et d'une forte humidité sont dramatiques pour le corps humain. Et donc, on va réfléchir moins vite, par exemple, quand il fait chaud, par rapport à ce qu'on connaît, quand tout est une affaire de référentiel. On dort moins bien et on prend des mauvaises décisions. Voilà, sachez-le, il y a des études sur le sujet. La police et l'armée travaillent sur ça, notamment, parce qu'ils s'inquiètent de certaines décisions politiques qui pourraient être prises après une mauvaise nuit. Mais en fait, il a été observé que la chaleur a un impact sur, d'une part, le corps humain, mais aussi la psychologie et notre capacité à rester de sang-froid. Et c'est pas un hasard si on appelle ça comme ça. Il va aussi y avoir des impacts sanitaires en termes d'incidence des maladies. Alors avant, quand je présentais ça, avant le Covid, les gens rigolaient, maintenant un peu moins. Parce que, en fait, le changement climatique va venir étendre l'ère de certaines zones de reproduction ou de vie de moustiques tigres, comme l'indique individu qui est à l'écran. Donc le moustique tigre transporte la chikungunya, la dengue, etc. Donc des petites maladies très sympathiques qui vont donc petit à petit rogner vers le nord notamment en raison de capacités de reproduction plus importantes. Et puis, donc ça, c'est quelque chose qu'on a en France, qu'on a intégré en partie grâce à nos territoires d'outre-mer qui sont exposés depuis un certain temps. Ça va aussi, donc les impacts du changement climatique vont créer souvent des pénuries d'eau. Et en fait, on sous-estime souvent le risque sanitaire lié aux pénuries d'eau, que ce soit à la fois dans la déshydratation, mais aussi dans le fait qu'on va peut-être choisir de consommer une eau qui est moins potable, et donc on s'expose à des maladies, des parasites, des choses comme ça. Et puis, en termes d'impact sur les sociétés, on a évidemment l'impact du changement climatique sur les rendements agricoles. Ça, c'est une carte qui date un peu. Elle date de 2014, si mes souvenirs sont bons. Elle a été mise à jour en 2019, mais je ne sais plus quelle version j'avais devant moi. 2019. En fait, le changement climatique va avoir à la fois un impact sur la disponibilité de la ressource en eau, ça c'est son impact premier, mais ça a aussi un impact sur la capacité de certaines cultures à prospérer, parce que la chaleur, la température de l'air ne sera pas la même, et parce que parfois les concentrations en CO2, en changeant, modifient aussi la capacité de certaines cultures à pousser, donc ça va changer en fonction des cultures, etc. Les niveaux de rendement. Ce que vous pouvez observer, c'est que la Russie se félicite de ce changement climatique, puisqu'on considère qu'une partie des territoires russes vont être plus à même de recevoir de l'agriculture. Cela dit, il faut quand même modérer cet enthousiasme russe, puisque ça implique de brûler des forêts, et que pour l'instant, en tout cas de déforester, ce qui est quand même une mauvaise nouvelle pour le reste de la planète.
Et ça implique aussi qu'une partie du pergélisol dégèle. Le pergélisol, en fait, c'est un sol spécifique au cercle arctique qui ne tient. En fait, c'est un sol assez aéré, avec beaucoup d'eau dedans gelée. À partir du moment où ça fond, ça s'effondre, puisque finalement, il n'y a plus la structure qui le tenait. Et donc, ça a créé des gros soucis économiques. Hein. Récemment, en 2019, je pense qu'il y a eu une marée en rouge, parce que c'était un produit chimique dans une des rivières du nord de la Russie. En fait, l'infrastructure s'est effondrée sur nous. Et ça coûte extrêmement cher à remettre sur pied. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a un impact du changement climatique, il y a à la fois des bons côtés et des mauvais côtés. Et donc même si aujourd'hui les pays du Nord voient des opportunités en termes d'agriculture, d'autres vont faire face à beaucoup de problèmes. Et c'est là où la géopolitique est clé, parce que c'est l'objet d'échanges, d'accords, etc. Pareil pour le poisson. Alors ça, c'est mon sujet de recherche davantage. Le réchauffement des eaux pousse certaines espèces vers les pôles pour aller vers de l'eau plus fraîche. Et c'est pour ça que vous voyez une forme de ligne tout autour du globe, et en particulier dans le Pacifique, mais vraiment depuis l'équateur et les tropiques vers les pôles, puisque beaucoup d'espèces vont migrer. Ça peut paraître anecdotique, hein, mais d'une part, quand on connaît le prix du carburant, ça devient beaucoup moins anecdotique pour aller un peu plus loin pour pêcher le poisson. Et puis, d'autre part, il y a des zones économiques exclusives, et donc ça peut aussi exiger de certaines flottilles de pêche qu'elles pénètrent dans des eaux dans lesquelles elles ne sont pas autorisées à pêcher. Donc, en termes géopolitiques de sécurité, ce sont des impacts. Et la marine française s'y intéresse notamment, puisqu'ils anticipent avec des marines alliées le fait que certaines zones doivent être davantage protégées qu'avant. Et c'est notamment le cas en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie a pas une très grande tradition de pêche, mais par contre, les îles de l'Asie du Sud et d'Océanie ont une grande tradition de pêche et ils s'éloignent peu à peu de leur zone de pêche pour rentrer dans les eaux calédoniennes, ce qui crée des soucis en termes de surveillance et de contrôle. Et enfin, insécurité alimentaire et hydrique, ça ressemble beaucoup à la carte qu'on a vue tout à l'heure, avec des pays qui ne sont pas prêts aux effets du changement climatique sur leur rendement et puis sur leur capacité à pouvoir nourrir leur population. Et l'Inde est notamment citée parce qu'elle est un des pays les plus peuplés du monde et qu'elle n'est pas forcément prête à la restructuration agricole qui exigerait le changement climatique sur ces différents étapes. Et une petite dernière carte pour vous mettre en perspective tout ce que je viens de vous présenter avec la population globale. Et donc on voit que, encore une fois, quand on parle de gouvernance et d'adaptation au changement climatique, on parle surtout de gestion des besoins des populations, de gestion de la densité, etc. Et on voit là que, d'une part, évidemment, l'Asie, en particulier l'Inde et la Chine, mais aussi une partie du continent africain, sont des endroits extrêmement peuplés pour lesquels il faut mettre en place des politiques publiques d'adaptation au changement climatique pour éviter des enjeux de sécurité. Et souvent, on associe à tous ces désastres, tous ces risques et la superposition de cette carte, le fait que certaines populations vont migrer. Alors, bon, évidemment, la réponse est oui. Les populations vont devoir changer de lieu de vie. La question, c'est comment, dans quelles conditions et jusqu'où. Puisque, donc, pour faire face à l'ensemble de ces catastrophes, donc là, vous voyez, il y a des désertification, il y a des cyclones, etc. D'une part, il y a deux choses à différencier. Les phénomènes longs et les phénomènes courts. Quand un cyclone détruit votre habitation, vous n'avez pas le choix. Vous devez partir, vous n'avez plus de lieu de vie. Donc souvent, vous allez vous déplacer pas loin, parce que vous n'avez plus de moyens de locomotion, et parce que vous allez chercher à revenir là où vous viviez avant, mais vous vous transportez temporairement ailleurs. Ce qui fait que les lieux où il va y avoir beaucoup de cyclones et d'éléments climatiques extrêmement brusques vont être des lieux de migration, mais ce qu'on va appeler interne, c'est-à-dire au sein d'un même pays, voire au sein d'une même région.
Les phénomènes plus longs, comme la désertification, vont mener aussi des populations à bouger, mais souvent on va les considérer comme des migrants économiques et pas des migrants climatiques, parce que finalement c'est la fin de leurs moyens de subsistance qui va les pousser à se quitter. Et donc c'est en s'adaptant à ces deux formes de phénomènes, à la fois les phénomènes très brusques comme les cyclones, mais aussi les phénomènes beaucoup plus longs de désertification, d'inondations régulières, etc., on va pouvoir faire face à ces impacts et faire en sorte que ces populations n'aient pas à se déplacer pour faire face à ces impacts du changement climatique. Et donc, quand on parle de déplacés climatiques, on parle souvent finalement de populations qui ont fait face à des événements climatiques extrêmes, comme les ouragans ou comme des inondations. Ce que je vous disais là, c'est que finalement, migration et déplacement peuvent mener à deux enjeux sécuritaires, puisque c'est mon sujet de recherche. La compétition pour les ressources, pour ceux qui se déplacent dans une zone qui était déjà sous pression, et puis la tension entre migrants et communautés d'accueil, pour plein de raisons différentes. Ça peut être pour les ressources, mais ça peut aussi être pour des raisons culturelles, parce qu'il y a des tensions depuis longtemps qui vont remonter, etc. Ça peut mener à des conflits, évidemment. Cette slide est davantage faite pour le ministère des Armées que pour vous. Mais ça peut mener parfois à des conflits. L'idée d'étudier la manière dont les changements climatiques vont pouvoir mener des populations à se déplacer, c'est toujours de se rappeler que personne ne choisit de se déplacer de bon cœur, entre guillemets. Souvent, ce sont des gens qui sont menés à se déplacer, soit parce qu'ils n'ont plus d'habitation, soit parce qu'ils n'ont plus de moyens de subsistance. Ce qu'on observe d'ores et déjà, c'est qu'il y a des modes de vie qui sont en danger, et notamment dans certaines zones dans le Sahel, il y a des populations qui sont des éleveurs et d'autres qui sont des agriculteurs. Et en fait, faute d'avoir des lieux dans lesquels faire baisser leur troupeau, les éleveurs finalement se replient vers les lieux qui sont agricoles. Et évidemment, il va y avoir des tensions. Quand il y a un troupeau qui passe sur votre champ, vous imaginez bien que vous allez aller voir le berger ou l'éleveur et vous allez lui demander des explications. Et en fait, c'est ce genre d'événements qui sont aujourd'hui les plus observables en termes d'impact du changement climatique sur les pratiques et sur les déplacements de population. Et voilà, donc en résumé, il y a un effet déstabilisateur du changement climatique qui tient surtout à la manière dont on s'y prépare et la présence de certaines tensions ou de certains modes de vie qu'il va falloir soit gérer, soit modifier. La compétition pour les ressources, dont on parle souvent, pour moi, c'est un sujet qu'il faut aborder avec précaution. Parce que c'est pas parce qu'une ressource est rare qu'on va se battre pour cette ressource. Il y a beaucoup de ressources qui sont rares et on sait c'est quelque chose qu'on regarde depuis très longtemps. Il y a des modes de gouvernance qui sont mis en place. Donc, tout est une question, d'une part, du mode de gouvernance que l'on accepte de mettre en place, et d'autre part, de coopération versus compétition. Et ça a été, il y a des articles scientifiques qui parlent sur la question. L'humain a tendance à coopérer. La question, quand on recoupe aux éléments géopolitiques, c'est est-ce qu'on a coopéré avec quelqu'un qu'on a qualifié d'ennemi, par exemple. Voilà, ça c'est une autre question. Mais dans l'état actuel des choses, on est plutôt dans un monde qui pousse à la coopération à travers des grandes instances comme l'ONU, etc., pour essayer de résoudre des tensions et des conflits. Un dernier point, parfois on n'y pense pas, mais souvent le fait qu'une ressource soit rare peut nous mener à de la coopération entre ennemis. C'est notamment le cas en Libye, où pendant une certaine période, la ressource en eau a été très rare et des chefs de factions différentes se sont entendus autour d'un cessez-le-feu avec comme idée de pouvoir fournir de l'eau aux populations respectives. Finalement, le fait qu'une ressource ait été rare, ça nous a permis de nous arranger pour éviter que des conflits ne privent certaines populations d'accès à l'eau ou à des denrées essentielles. Alors, c'était la première partie, c'était la plus déprimante. Je vous rassure, après, ça va être un peu plus pratique et un peu moins géopolitique et
est lourd à porter, mais c'est l'objet de mes études. Et donc, en termes d'avenir et de projection, voilà sur quoi on travaille à l'IRIS, mais aussi dans d'autres centres de recherche. Je ne sais pas si vous avez des questions, c'est la fin de ma première partie. Ouais. Si vous n'en avez pas, on peut tout de passer à la deuxième partie de vos questions. Peut-être s'il y a des questions dans la salle. J'ai peut-être un commentaire quand je vois ça par rapport, si je le relie à nos stratégies export. Effectivement, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais ça veut dire que sur les secteurs du type agricole, des destinations auxquelles on ne pensait pas vont devenir des destinations majeures entre 5 ans et 25 ans, et des destinations qui sont à l'heure actuelle majeures vont devenir mineures au niveau de nos exports. Je veux dire que ce soit du machinisme agricole, quand je vois réellement toute la bande et que je vois la Russie apparaître comme effectivement nos ennemis d'aujourd'hui, peuvent potentiellement être un gros marché de demain. Oui, alors c'est peut-être, oui, effectivement, il y a certains marchés qui vont se développer. Il y a certains marchés aussi qui vont maintenir leur activité, simplement les rendements agricoles. Ça ne veut pas dire que l'agriculture en elle-même va s'effondrer, c'est que le rendement pour un agriculteur sera moindre. Donc, son chiffre d'affaires sera moindre aussi. Et ça, l'idée, c'est aussi que ces régions-là se préparent en changeant de pratique agricole. Ça veut dire que c'est la fin de l'agriculture. Ça veut dire que pour les cultures qui sont aujourd'hui majoritaires dans ces régions-là, on s'expose à une baisse du rendement. Et il y a aujourd'hui en Europe, la Commission européenne a lancé des groupes de travail sur le développement de la culture du sorgho en Europe, parce que c'est moins consommateur d'eau. Donc, en fait, les agriculteurs auront, j'espère, une activité qui se maintiendra, mais par contre, il faut devoir, oui, adapter certaines pratiques. Sur le développement de nouveaux marchés, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir des marchés qui vont se retrouver en tension parce qu'ils se reposent, par exemple, on pense à cette année, l'exemple de l'Égypte et de la Russie et de l'Ukraine, c'est un exemple assez frappant de la manière dont la rupture d'approvisionnement d'un pays peut créer des paniques, puisque la Russie et l'Ukraine approvisionnaient le marché égyptien en céréales, et qu'avec le début de l'invasion russe, ces exportations ont été stoppées, partiellement pour des sanctions, d'autre partie parce que c'était dans le port d'Odessa. Et donc, ça a demandé de la part de l'Égypte de se tourner vers d'autres marchés. Et donc, le prix de certaines denrées agricoles a pu augmenter. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut prévoir. C'est-à-dire que, d'une part, à cause du climat et d'autre part, à cause de la géopolitique, il peut y avoir des fluctuations des prix de certaines denrées. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la Russie s'est clairement positionnée comme puissance agricole. C'est-à-dire qu'ils utilisent le levier de l'agriculture comme un moyen géopolitique de maintenir certains liens avec des pays qui ont besoin de leur export. Et Julien, par rapport à cette première présentation, est-ce que toutes ces études qui sont réalisées sur les changements climatiques et leurs conséquences permettent de travailler sur des cas particuliers et dans des zones particulières? Oui, il y a beaucoup d'études qui sont. En fait, il y a plus d'études sur le cas particulier que sur le monde. On est beaucoup plus à l'aise quand on étudie une zone précise que quand on étudie l'intégralité du globe. Et donc, il y a beaucoup d'études qui ont porté en termes de conséquences du changement climatique, sur l'Asie du Sud et du Sud-Est. Donc, l'Inde, le Sri Lanka, le Pakistan, le Bangladesh et tous les pays du Sud-Est. Parce que c'est une région qui est très exposée au changement climatique. Et puis, il y a beaucoup d'études aussi sur l'Afrique, et en particulier l'Afrique de l'Ouest, le golfe de Guinée et l'Afrique centrale. Et on lit de plus en plus des événements qui sont considérés comme décorrélés du changement climatique au changement climatique. Et notamment, il y a eu des études sur l'Afrique de l'Est et sur, j'ai perdu le mot français, mais les essaims de criquets
il y a 3 ans, 2019-2020. Et en fait, c'était lié à certaines périodes étaient sèches, certaines périodes étaient humides, et c'était exactement ce qu'il fallait pour booster la reproduction. Et ça a été lié au changement climatique. Donc aujourd'hui, les études ont été faites et on sait anticiper le fait que ça arrive de nouveau, donc prévenir les agriculteurs, etc. Et il y a des études qui se concentrent vraiment sur des petites zones. Donc si ça vous intéresse, on pourra aussi en parler après, sur des zones dans lesquelles vous avez des intérêts. Il y a en tout cas des études qui portent sur des zones très très petites. On a une autre question. Est-ce qu'il y a déjà des zones dans lesquelles ces phénomènes sont observés? Alors, je vous parlais des agriculteurs et des éleveurs dans le Sahel. Tout ça, c'est déjà observé. Il y a aussi des zones dans lesquelles on observe déjà on va dire que ce ne sont pas des tensions, mais en tout cas des gestions par les États assez pointilleuses de leurs ressources. Et c'est notamment le cas en Asie du Sud et du Sud-Est, autour des grands fleuves qui proviennent tous de l'Himalaya. Donc en fait, en fondant les glaciers himalayens, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'eau en ce moment, mais on sait qu'à un moment donné, cette eau va se tarir. Et donc, il y a des pays qui mettent en place des accords d'utilisation de l'eau, etc. Donc après, la question en géopolitique, c'est toujours qui est le pays dominant dans l'accord, et en l'occurrence, c'est assez souvent la Chine. Et donc, ça, c'est ce qu'on observe aussi, c'est-à-dire qu'une anticipation des conséquences du changement climatique qui permet de modérer les effets futurs, mais avec des accords interétatiques. Et puis, la montée du niveau des eaux, on l'observe dans beaucoup d'endroits, notamment dans le Pacifique. Les petites îles du Pacifique l'observent tous les jours. Donc, pour ces territoires-là, c'est pas du tout virtuel, c'est une réalité. Allez-y. Moi j'ai juste un commentaire, je n'ai pas trouvé cette première partie si déprimante. Ok. Vous dites que c'est quand même des modes de gouvernance qui peuvent faire changer aussi la donne et se préparer. On voit que les pays du Sud vont être a priori très impactés, parce qu'il y a des programmes, des coopérations qui mettre en place, qui sont déjà discutés ou avec ces pays-là, justement, qui se préparent. Possible, comme nous. Oui, alors déjà, l'ONU a des agences qui travaillent avec des pays pour leur proposer des politiques d'adaptation. Et ensuite, il y a des bailleurs internationaux, donc l'Agence française de développement, la Banque mondiale, etc., qui se greffent sur des besoins identifiés pour prêter de l'argent. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'argent, énormément d'argent, qui irrigue certains pays en développement pour qu'ils se préparent. C'est pas suffisant parce qu'en fait, il y a plus d'argent qui va quand même dans la subvention aux énergies fossiles. Ce qui est quand même un paradoxe, c'est-à-dire qu'on paye à la fois ceux qui vont nous empêcher de faire en sorte que ces politiques d'adaptation soient suffisantes. Et vous entendez sans doute parler, quand il y a des COP climat, on entend souvent parler du fonds vert pour le climat, où on a débloqué tant de millions. Voilà, ça c'est l'argent qui va vers notamment la politique d'adaptation. Depuis 2 ans, il y a même des programmes qui sont conçus pour aider un pays en particulier. Donc ça a été lancé avec l'Afrique du Sud. Ça s'appelle un partenariat de transition énergétique juste, quelque chose comme ça. Et en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, des fonds européens, américains permettent à un pays de se développer avec des énergies décarbonées. Et ça se fait après avoir signé avec le pays énormément de conventions sur la manière dont l'argent va être utilisé, qui va en bénéficier, dans quel cadre, et justement l'amélioration de la gouvernance, avant de lancer des grands... Je vais être négatif, parce que sur ces enjeux-là, il y a des grosses questions. Corruption, qui va être aussi un autre enjeu, mais tout ne sera pas parfait. Non, ce ne sera pas parfait, jamais. Mais ça fait partie du risque. Et ça fait partie du métier des agences de développement aussi. Que ce soit sur le climat, l'éducation, la place des femmes, il y a énormément d'argent qui ne va pas minoriser les c'est logique. Donc ça fait partie aussi de leur manière de travailler. Après, pour certaines infrastructures, en fait, on peut s'adapter soit à l'aide d'infrastructures, soit à l'aide de politiques organisationnelles. Et donc,
les infrastructures peuvent être soit faites à moitié, soit faites de mauvaise qualité. On peut quand même pousser certaines améliorations de la gouvernance et les observer pendant quelques années. Et ça peut mener à du mieux avec un petit peu moins de détournement de fonds de passage. Donc voilà, c'est un équilibre, mais oui, effectivement, il y a des gens qui partent, mais il faudra pas durer. Oui, il y avait une autre question. Vous disiez qu'il y a des régions qui vont être touchées avec des rendements pas moindres. Les suivis, est-ce que la Chine ne va pas revenir pour que ces populations ne se déplacent pas? Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a des études aujourd'hui d'OGM qui sont plus adaptées au changement climatique. C'est déjà le cas, en fait. Il y a à la fois des OGM et juste des études de sélection de certaines espèces qui sont plus adaptées au changement climatique. Donc, aujourd'hui, il y a certains pays qu'on incite à se doter de variétés qui sont plus résistantes à des sécheresses, des choses comme ça. Le souci que moi, à titre individuel, je vois dans le fait qu'il y ait des OGM qui soient orientés vers certains pays, c'est qu'on va tomber dans une possible dépendance à certaines entreprises qui vont qui vont renouveler leur vente chaque année, et pas forcément permettre de semer sur la base des récoltes. Donc oui, mais ça, je dirais que c'est pas spécifique au changement climatique, malheureusement. Pour ce qui est de la chimie, on en reparlera, mais les engrais font aussi partie des secteurs qui sont considérés comme émetteurs parce qu'ils se basent sur des procédés industriels qui sont assez émissifs. Et donc là aussi, il va y avoir un équilibre entre eux. Il y a eu des politiques européennes qui ont fait l'objet de beaucoup de critiques. La fourchette, elle va à la fourche, notamment, parce qu'en fait, c'est des politiques qui visent à un moindre impact sur l'environnement, mais qui, dans un laps de temps assez court, il va y avoir une baisse des rendements, puis une remontée, mais pendant un petit temps, il va y avoir une baisse des rendements, parce qu'il n'y aura pas de chiffres pour soutenir la production. Et une dernière question, Julia, comment les acteurs de la sécurité envisagent ces bouleversements? Alors en France, il y a beaucoup d'études sur le sujet et c'est plutôt considéré avec attention. C'est pas le cas partout. Donc, ce qui va se passer, c'est que les acteurs de la sécurité, ils vont intégrer ces données-là et ils vont conseiller, ils vont se préparer. Donc, une chose qu'on ne connaît pas beaucoup, par exemple, c'est que la sécurité civile en France, donc les pompiers, mais aussi beaucoup d'autres acteurs, ils ont des scénarios de catastrophes, de feu et tout, qu'ils anticipent et ils savent qu'il leur faut plus de moyens. Donc après, ils vont pousser le sujet à un niveau politique et la question, c'est de savoir est-ce qu'on aura nous ces moyens ou pas. Et dans beaucoup de situations extrêmes, l'armée va être aussi envoyée. Alors on le sait assez peu, mais par exemple, après l'ouragan Irma à Saint-Martin, dans les Antilles, on a envoyé des bateaux de la marine. Le Covid nous a permis de le voir, par contre, ça c'était beaucoup exercé. Les hôpitaux militaires ont installé sur les parkings des hôpitaux. Et donc tout ça, ils l'anticipent, ils travaillent à avoir plus de moyens pour pouvoir répondre davantage à des urgences. C'est le cas dans certains pays développés, c'est beaucoup moins le cas dans d'autres pays en développement. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que c'est par contre un lieu de coopération important. C'est-à-dire que très souvent, on envoie du personnel de sécurité, on le voit avec les feux de forêt, on envoie des pompiers, on envoie des canadaires, etc. Donc c'est mondialement, on se s'entraide beaucoup. Mais ça va souvent avec de l'influence aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a envoyé des pompiers, des canadaires et tout, on a mis un pied dans la porte dans un pays. Et c'est voilà, c'est un équilibre à avoir, c'est-à-dire qu'il faut suivre ça pour un peu comprendre comment géopolitiquement ça peut avoir des répercussions. Mais récemment, on a envoyé en Amérique latine après des inondations du personnel français. Et là aussi, on n'est pas au courant, c'est pas dit. Mais dans le cas inverse, on aura. L'avantage, c'est qu'on a deux hémisphères. Donc, quand on a des feux de forêt dans le nord, il y en a moins dans l'hémisphère sud, et inversement. Donc, on peut s'échanger nos personnels de sécurité civile. Non, apparemment, en vrai, c'est vraiment un lieu de coopération.
Donc c'est la bonne nouvelle. On est préparé à ça. Peut-être. Ouais, c'est parti. Allez. Donc l'idée là, c'était de revenir sur quelques focus de l'impact du changement climatique sur certaines activités économiques. Donc comme je travaille sur la maritime, je vais très l'image d'un porte-conteneur de CN, c'est génial. Je vais faire un premier petit point conceptuel. C'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc souvent c'est assez peu connu. C'est le fait qu'on considère que les écosystèmes, que ce soit sauvages ou pas, nous apportent des services. Alors par exemple, il y en a un, c'est assez évident, c'est les écosystèmes agricoles qui nous apportent de la nourriture. Mais par exemple, les forêts vont permettre d'éviter les glissements de terrain. Les coraux vont casser la puissance des vagues et vont protéger des tempêtes. La mangrove aussi. La forêt permet de filtrer l'eau et donc d'avoir de l'eau potable dans les nappes phréatiques, des choses comme ça. Et aujourd'hui, c'est une manière de comptabiliser l'impact du changement climatique sur nos activités économiques. C'est de donner une valeur à l'écosystème pour ce qu'il apporte à l'homme. Et donc, on peut aussi comptabiliser et monétiser l'impact du changement climatique sur tous les services écosystémiques qui sont rendus. Et par exemple, on va pouvoir dire que la disparition de telle forêt va nous coûter tant d'argent. En fait, ça ne coûte pas directement cet argent-là, c'est l'argent qui serait nécessaire pour mettre en place des infrastructures ou des services qui remplacent le rôle de la forêt. Par exemple, si on déforeste une pente qui est au-dessus d'une ville, on sait que cette pente, elle est susceptible de devenir un glissant de terrain s'il y a un souci, parce que les arbres ne retiennent plus. Et donc, on va mettre en place des infrastructures pour revenir la terre. À combien ça va nous coûter, ces infrastructures? Donc, si on coupe la forêt, combien ça nous coûterait de la remplacer? Pas évidemment quelque chose qui n'a aucun rapport, mais là, on compte de manière très, très pratique, de manière très terre à terre, le service rendu par le système. Et donc, il va y avoir des impacts des changements climatiques sur énormément de secteurs, mais notamment sur l'agriculture. Alors, il y a un impact sur la temporalité, l'impact sur la temporalité des périodes de semis, de floraison, de récolte, sur la qualité et la quantité de l'eau disponible, et notamment la salinisation des nappes phréatiques qui se situent à côté des côtes. En fait, en montant, l'eau va aller sur certains terrains qui sont plus poreux, et donc elle va pouvoir saliniser des nappes phréatiques. La présence d'un parasite et de maladies qu'on n'imaginait pas avant, ça c'est souvent quelque chose qui nous échappe, mais en fait le changement climatique va permettre à certains parasites et à certaines maladies de prospérer dans certains lieux, mais bon, elles n'étaient pas présentes. Et puis la sécurité physique sur des récoltes, le gel, la tempête, la grêle, etc., qui vont changer de période ou qui vont se manifester de manière beaucoup plus dure à un moment donné. Et tout ça, c'est des choses qu'on peut anticiper. Et c'est le cas, et d'ailleurs, je vous invite à consulter les travaux d'un groupe de scientifiques qui s'appelle le GIEC du Pays de la Loire, des Pays de la Loire, et donc, qui ont fait un travail de revue assez extensive de tous les impacts du changement climatique sur les activités des Pays de la Loire. Alors, le document là, dont j'ai tiré cette image, il est plutôt grand public avec des cartes, etc. Et vous pouvez trouver des études plus précises. Et donc, vous pouvez voir certaines conséquences. Alors, ils ne les ont pas forcément placées exactement là où c'était, mais des sécheresses, de la dégradation de la valeur nutritive de certains produits, l'évolution des marchés, la garantie de production par des ruptures de chaîne d'approvisionnement. Donc, tout ça, le GIEC des Pays de la Loire s'est intéressé à ces enjeux et a fait un rapport sur la question qui a été présenté l'été dernier. Idem, et ça c'est un autre sujet que l'on traite à l'IRIS, c'est les flux énergétiques dans un monde qui est perturbé géopolitiquement et climatique. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle le bouquet énergétique mondial. Donc c'est les énergies sur lesquelles on se repose à l'échelle mondiale. Et comme vous le voyez, on est assez loin de se décarboner, puisqu'on a à peu près un tiers sur le pétrole, et après, grosso modo, un quart sur le charbon et le gaz. Sachant que ce bouquet énergétique, c'est à la fois la production électrique, mais aussi le transport.
Donc, une partie du pétrole, c'est le kérosène et c'est l'essence qu'on met dans nos voitures. Et ce que ça va créer, ce bouquet, magnifique bouquet énergétique, c'est de la dépendance interétatique majoritairement. Et on l'a bien vu avec l'exemple de l'Ukraine et de la Russie, donc je n'y reviendrai pas. Mais en s'engageant dans une voie énergétique, on s'engage dans certaines dépendances. Et aujourd'hui, la transition énergétique, elle crée des nouvelles dépendances. Ça va aussi avoir un impact sur la vulnérabilité des réseaux de transport, puisque ça veut dire qu'on est possiblement exposé à des ruptures d'approvisionnement. Et on l'a vu, quand le prix du baril monte, c'est un peu la panique, parce qu'en fait, aujourd'hui, la majorité de nos usages du transport reposent sur le pétrole. Donc tout ça découle de choix politiques et de choix techniques, mais surtout de choix politiques. Et l'impact climatique là-dedans, il est relativement faible, mais il va surtout se poser sur donc, à la fois les risques transitionnels sur lesquels je reviendrai après, c'est-à-dire quand on veut réduire nos émissions, qu'est-ce qu'on coupe en premier, mais aussi sur les infrastructures. Je me laisserai l'étudier par vous-même. Les infrastructures. Et en fait, il y a des études qui sont faites sur la question. Par exemple, les centrales nucléaires, aujourd'hui, se reposent sur le refroidissement par de l'eau. Alors, si elles se reposent sur le refroidissement par de l'eau et qu'elles sont près d'un fleuve ou d'une rivière dont le cours va se tarir, la question se pose de son refroidissement. Si au contraire c'est à côté de la mer, la question se pose de l'expansion à la montée du niveau des eaux. La bonne nouvelle, c'est que dans l'essentiel des pays européens ont déjà travaillé sur la question. Il y a même des infrastructures transnationales qui permettent d'approvisionner qui se situent autour de frontières, qui permettent d'approvisionner plusieurs pays, qui font elles aussi l'objet d'études assez approfondies. Mais d'un point de vue économique, ça va forcément coûter plus cher d'adapter les infrastructures à ces risques-là. Et ça veut aussi dire qu'il faut surtout adapter les usages. Mais ça a été vraiment ce qui a été fait en septembre dernier, quand on a prôné la sobriété énergétique, parce qu'on savait qu'on n'aurait pas forcément assez de gaz pour passer l'hiver. L'idée, c'est de se dire, on va garder nos infrastructures telles quelles, on va les adapter, mais il y a parfois où il faudra faire avec le fait qu'on va couper une centrale électrique parce qu'il n'y aura pas forcément l'eau pour la refroidir. Auquel cas, on va demander à certains usages et usagers de l'eau, de l'électricité, de réduire leurs besoins pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle production. Tout ça, c'est au cœur de finalement la manière dont on se prépare d'un point de vue de gouvernance, encore une fois, au changement climatique. Et donc ça veut dire, pour résumer, qu'on peut s'attendre dans les années qui viennent, puisque aucune infrastructure énergétique n'est totalement indépendante de la météo, à ce qu'il y ait des fluctuations comme ça de la production et donc de la consommation. Sauf si on réouvre des centrales à charbon et au gaz qui sont beaucoup plus élastiques en termes de production. Et là, on va se confronter à nos propres investissements. Et donc ça, ce sont des études qui sont faites et qui vont avoir un impact économique, puisque ça veut dire qu'il va falloir, peut-être qu'il y aura finalement des communications gouvernementales pour dire à certains moments de l'année, prévoyez une baisse de production où l'électricité coûtera plus cher parce qu'on va pouvoir en faire moins. Mais du moment qu'on est prévenu en avance et que les choses sont préparées pour ça et accompagnées, on va pouvoir s'adapter à ces impacts du changement climatique. On peut aussi prévoir des innovations technologiques qui permettent de ne plus en dépendre, mais aujourd'hui, le stockage de l'électricité, il n'est pas encore abouti, pas à des niveaux suffisants, pour qu'on puisse tout faire reposer sur l'électricité. Et encore, la vulnérabilité du climat sur les chaînes de valeur. Alors, d'une part, donc, il va y avoir un impact sur les ressources, et ça, quelles que soient les ressources, il peut y avoir un impact sur les ressources. Il va y avoir un impact sur les besoins en eau, sur l'eau disponible. Et souvent, dans le traitement de certaines matières premières, on aura besoin d'eau. Donc, c'est notamment le cas de matières premières comme le lithium ou des matières premières minières qui demandent énormément d'eau. Donc, il va peut-être y avoir des impacts du changement climatique sur la production de lithium. Voilà, c'est une fluctuation qu'il faut prévoir davantage que la réduction. Il peut y avoir des ruptures d'approvisionnement de certains composés.
parce que dans un produit, parce que à un moment donné, il y aura une catastrophe sur un entrepôt, des choses comme ça. Donc, parce qu'il y aura la vulnérabilité des lieux de production et de stockage. Et puis, un allongement des temps de transport ou l'interruption de certaines chaînes logistiques. Et ça, c'était aussi l'objet de mes études, de travailler sur l'impact du changement climatique sur le transport maritime. Pour l'instant, il est assez faible, mais il se prépare et ils le savent. Et puis, l'incapacité de certaines chaînes de production à fonctionner à un moment donné, parce que, alors, je vous parlais tout de suite de peut-être des restrictions en termes énergétiques. Il faut savoir qu'il faut aussi intégrer la possibilité que la température moyenne augmente. Donc, en fait, il y a certaines chaînes de production très sensibles à la chaleur qui doivent être préparées. Et la dégradation des équipements. Et dans le cadre d'un des sujets sur lesquels je travaille, donc pour les armées, la question de l'électronisation, la digitalisation des appareils qu'ils utilisent. Donc aujourd'hui, un soldat, il y a plein d'électronique partout, hein, c'est des 10 ordinateurs partout. Est-ce que ces ordinateurs, ils sont prêts à aller opérer par 54 degrés dans le désert? La réponse est non. Donc ils se posent la question, et c'est le cas de beaucoup d'autres produits qui ne sont pas faits pour fonctionner quand il fait chaud, quand il fait humide, quand il y a des tempêtes de sable. Voilà. Et puis enfin, quelques risques professionnels liés aux conditions de travail, et je pense qu'on l'observe déjà avec le plan du gouvernement pour s'adapter aux vagues de chaleur, c'est-à-dire adapter les horaires de travail. Et en fait, tout ça, c'est des petits réflexes qu'il faut avoir quand on cherche à s'adapter au changement climatique. Parce que finalement, encore une fois, il y a beaucoup de décisions managériales, de choix politiques, et il faut simplement pouvoir le prévoir, le mettre en œuvre et avoir des programmes à l'échelle de toute une entreprise pour s'y adapter, pour que cette transition elle puisse se faire dans un sens ou dans l'autre pour s'adapter aux fluctuations. Et une dernière slide sur le transport maritime par rapport aux ruptures d'approvisionnement éventuelles. Donc aujourd'hui, les grands ports maritimes et les armateurs se préparent aux vulnérabilités des quais, des voies ferroviaires et routières, des lignes industrielles et des conditions de navigation, à la hausse du niveau des eaux, aux tempêtes et aux cyclones, aux submersions marines de tempêtes et aux vagues de chaleur. Et en fait, ça paraît beaucoup, mais au final, encore c'est très complexe. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est normal pour des structures aussi complexes. La seule chose, c'est de savoir où et quand adapter, et rehausser un quai, ça coûte assez cher. Il faut aussi savoir, avec un peu de précision, de combien on rehausse le quai. Mais en tout cas, comme ce sont des acteurs économiques qui ont intérêt à ce que leur activité perdure et que c'est un secteur économique qui fonctionne à flux tendu, ils adaptent leurs pratiques. Et ça a été, en fait, la crise du Covid a été assez formatrice en termes de gestion de la temporalité et des conditions. Donc voilà, tout ce qu'ils adaptent. Et il y a certains acteurs qui se basent sur cette magnifique adage en termes de gestion de la montée du niveau des eaux: élever, défendre, déplacer. Donc c'est les 3 étapes: élever si on peut, défendre avec des digues si on peut aussi, mais le meilleur moyen, ça reste quand même de déplacer. Mais là, ça coûte en général plus cher. Voilà, donc si vous voulez adapter vos entreprises, sachez que ça, c'est un plan des ports au niveau mondial et de ceux qui sont les plus vulnérables et les moins vulnérables. La bonne nouvelle, c'est que de manière très contre-intuitive, c'est ceux en vert qui sont vulnérables et ceux en rouge qui ne sont pas vulnérables. C'est assez logique, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que quand même la façade maritime asiatique n'est pas totalement préparée. Voilà. Nous, on est bon. Le port de Saint-Nazaire à Limoges. Non, c'est pas. Mais d'ailleurs, ça ne m'aurait pas protégé de la montée du niveau des eaux. À Limoges, ça aurait été un peu compliqué. Si vous voulez voir des. Non, après, c'est simplement des affaires de sorte. Là, on est sur des affaires de quelques mètres, hein, mais des digues, ça coûte très cher. Et donc, il y a énormément de documents disponibles sur Internet. Je vous ai mis le lien vers un centre qui, justement, rassemble tous les documents faits pour adapter l'entreprise avec les différentes étapes, calculer les risques, quelles sont les adaptations organisationnelles, les ressources financières, les ressources techniques et les ressources humaines qu'il faut prendre en charge. Et tout ça est vraiment très bien fait. Il
l'ADEME travaille sur la question. Et donc, ce centre aussi, il y a beaucoup de choses qui sont à disposition. La seule chose, c'est de prendre conscience du risque et après, de faire le calcul entre les coûts et entre les investissements nécessaires et les risques. Mais de manière globale, il va falloir prendre en compte à un niveau multiple. Donc, à la fois sur les systèmes de production au sein même de l'entreprise, mais aussi sur ses fournisseurs, parce que tout ça, ça peut faire des belles cascades. Voilà. Mais donc, encore une fois, bonne nouvelle, on est plutôt préparé en Europe grâce à ces outils qui sont déjà présents, grâce aux politiques publiques. Et donc, la prochaine question qu'il faut se poser, c'est sans doute, est-ce que vos fournisseurs ailleurs dans le monde sont prêts? Et est-ce que vous êtes prêts aussi à des potentielles ruptures d'approvisionnement si vos fournisseurs ne sont pas capables de vous fournir à un moment donné parce qu'ils sont touchés ou parce que le bateau est coincé dans le canal de Suez parce qu'il y a un porte-conteneur qui s'est mis en travers? Ouais, c'est des sujets qu'on a commencé déjà à vivre ces derniers temps. Et peut-être que dans la salle, sur vos métiers, sur justement votre secteur d'activité en particulier, est-ce que vous avez des questions plus précises à poser à Julia? Parce que je retiens, je ne sais pas si Océa est toujours dans la salle, le représentant d'Océa, c'est qu'il va y avoir besoin de beaucoup de bateaux pour protéger les zones. Donc là, t'es tranquille pour le moment, je pense. Oui, c'est vrai, c'est des opportunités aussi, le changement climatique. Il va y avoir de plus en plus de bateaux de surveillance. Donc sur cette partie, vas-y. Alors moi, je ne travaille pas directement sur ça, je ne fais pas des projections directement sur ça, mais oui, pendant les travaux qui... la disponibilité en pétrole, c'était ce que j'avais mis tout à l'heure sur ce que j'ai passé très vite, mais ressources versus réserve et contexte géopolitique. Si ça vous intéresse, il y a le Shift aussi le Shift Project qui travaille beaucoup sur ça. Mais en tout cas, dans le cadre des travaux qu'on fait pour le ministère des Armées, on s'intéresse à la disponibilité en pétrole et on intègre aussi les risques géopolitiques, notamment le fait d'avoir une rupture d'approvisionnement sur le détroit d'Ormuz, qui doit passer 30% de la production pétrolière mondiale. En fait, s'il se passe quelque chose au niveau de ce détroit, qu'il est bloqué, il y a beaucoup d'approvisionnement qui sera plus possible pendant un certain temps. Je fais ça répond à votre question. Ça. Oui, parce que là, c'est un risque géopolitique. Ouais. Oui. Il y a les travaux l'intègrent souvent dans les risques. Là, c'est le secteur du transport maritime se décarbone à petite vitesse. Mais c'est du carbone, mais à petite vitesse, effectivement. Et en fait, il y a aussi une question qui est, est-ce que moins il y aura d'utilisateurs du pétrole, si on a à l'esprit qu'il y a une courbe de production qui baisse, mais qui fait un plateau, qui se stabilise, et en fait, il y aura plus de pétrole disponible, parce qu'il y aura moins d'usagers potentiellement. Donc la question, c'est ensuite le prix du pétrole. Est-ce que, et c'est là où tout est politique, est-ce que les pays producteurs de pétrole vont augmenter le prix du pétrole pour stabiliser leurs revenus? Auquel cas, en fait, on ne va pas changer, voire on va augmenter le prix du baril. Ou est-ce qu'en fait, cette baisse de la demande va créer une baisse des prix? Et tout ça, en fait, c'est intégré dans des scénarios, mais tous les embranchements sont possibles. Donc, c'est assez difficile de prédire quoi que ce soit. Oui. Merci. J'avais une petite question à vous poser. Je vais essayer d'articuler mieux mon accent. Alors, tout ce que vous faites là, ces études-là, plus les subventions que les Nations Unies portent dans ces pays, parce que quand on regarde l'écart entre les grands pays, notamment la France et d'autres pays, et les pays africains, est tel qu'il va y avoir beaucoup de temps pour essayer de se rehausser, ne serait-ce qu'un petit niveau de développement sur le changement. Alors, ces subventions-là et ces études-là, les résultats de ces études, est-ce que vous les imposez sur ces pays-là ou vous les sensibilisez réellement pour qu'ils s'adaptent à ces changements climatiques? Alors moi, en tant que chercheuse, je ne peux m'adresser que aux gens qui m'écoutent.
Donc malheureusement, j'impose rien à personne. En fait, c'est les Nations Unies, plutôt les Nations Unies, qui vont mettre à disposition des experts, alors en général des ingénieurs, souvent des ingénieurs, pour qu'ils aillent faire des études sur place et qui rendent compte des besoins d'adaptation, des risques. Donc ça, c'est mis à disposition. Et en général, c'est utilisé parce que de toute façon, les gouvernants ont intérêt à connaître les risques. Ensuite, la question de savoir s'ils mettent en place, ils font part d'une demande, soit auprès de la Banque mondiale, etc. Pour certains projets de subvention ou de prêt, ça, c'est une autre étape. Donc ça, c'est un premier point. C'est une fois qu'on sait, est-ce qu'on a envie d'agir? C'est pas toujours le cas. Par rapport à votre question sur notamment certains pays africains, il y a toute une question de savoir aussi, en fonction de la zone, quelles sont les populations qui y habitent. Est-ce que ce sont des populations qui sont minoritaires politiquement? Est-ce que ce sont des populations qui sont majoritaires politiquement? Parce que ça aussi, ça peut jouer sur où est-ce qu'on met l'argent pour s'adapter au changement climatique. Et puis, la dernière chose, c'est le rôle de certaines ONG qui vont en fait elles subventionner, donc qui vont venir avec l'argent sans besoin de remboursement pour permettre de s'adapter au changement climatique. Mais comme vous dites, on est très très loin d'atteindre un niveau qui réponde aux besoins. Et en parallèle, il y a aussi le fait de mettre en place des politiques publiques qui réduisent les risques et de s'y conformer. Par exemple, l'urbanisation informelle, donc le fait que les habitations qui se développent là où c'est pas forcément autorisé, ça c'est une vraie question parce qu'en fait, s'il y a une tempête, c'est ces habitations-là en premier qui vont être détruites. Et si elles sont pas répertoriées, est-ce qu'on a voilà, comment on fait pour donc il y a toute cette question-là aussi de la prise en charge par les gouvernements de ces risques pour ces habitations informelles, pour certaines populations dans certaines zones qui sont un peu reculées, etc., etc. Et ça peut aussi être un levier politique, c'est-à-dire que il y a certains gouvernements, et je pense notamment à la Birmanie, où donc la junte qui est au pouvoir, elle est en conflit avec certaines ethnies minoritaires, et il y a très peu de financements qui vont dans ces régions-là. Parce qu'en fait, c'est un moyen pour eux de les isoler et de mettre une pression supplémentaire sur ces populations-là en disant, de toute façon, s'il y a un typhon, vous ne serez pas préparés. Et voilà, donc c'est des grosses questions politiques aussi. Alors, il n'y a pas assez d'argent, ça c'est politique chez nous, c'est-à-dire les pays qui sont censés payer. Et puis ensuite, c'est une fois que l'argent est disponible, comment il est utilisé, à quelle fin, est-ce que c'est les plus urgents qui sont, les risques les plus urgents qui sont traités en premier, ou est-ce que c'est par intérêt politique on transfère cet argent sur certains secteurs économiques, sur certaines zones. Tout ça, c'est ça, par contre, on étudie. C'est-à-dire que nous, on va pas conseiller. Par contre, on va regarder ce qui se passe et qu'est-ce que ça peut avoir comme répercussion ensuite sur les populations. Oui, je termine. Alors, quand je dis qu'on impose, je ne parle pas trop précisément. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois en Afrique, lorsqu'on veut proposer des méthodes ou des solutions pour le changement climatique, il y a plusieurs méthodes de le faire. Ce qui se passe en Afrique, on propose, mais on ne met pas en face des alternatives. C'est qu'on impose tout de suite, vous faites comme ça ou pas. Mais en tout cas, on ne propose rien d'autre. Alors qu'on peut, avant de casser le bâtiment d'une personne, il faut déjà trouver où est-ce qu'on peut le reloger. Et si on ne fait pas ça, pas casser, en fait, c'est exactement ce qui se passe en Afrique. On n'a plus conscience, on n'a plus conscience, parce que quand on regarde uniquement dans mon pays, il y avait des périodes où il faisait légèrement froid. Nous, on disait chez nous, c'est notre hiver, vers décembre, novembre, décembre. Et aujourd'hui, novembre, décembre, il fait excessivement chaud. Et ça, on a pris conscience. On sait très bien que le changement climatique, ce n'est pas un jeu, c'est une réalité. Mais qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les moyens, les vrais experts? Mais il y en a tellement qu'on ne sait plus qui vivrait ou qui vivrait. Et c'est un peu compliqué. Mais c'est pas que. En fait, c'est que ce choix d'option, d'adaptation, il n'est pas vrai qu'en Afrique. Malheureusement, il n'est pas ici aussi. C'est-à-dire que d'un point de vue très terre à terre,
c'est plus intéressant économiquement de construire une digue que de ne pas détruire quelque chose. Parce qu'en fait, pas détruire quelque chose, ça n'apporte rien économiquement. Le bâtiment va rester en place. La société de démolition ne va même pas gagner de l'argent. Alors que par contre, si on détruit et qu'on construit par-dessus, il y a une société de démolition qui va venir et qui va gagner de l'argent, et il y a une société de construction qui va venir et qui va gagner de l'argent. Et donc la question aussi, c'est de savoir, est-ce qu'on fait de la croissance sur l'adaptation? Et ça, malheureusement, comme une partie des bailleurs internationaux, ce sont des banques, il y a quand même une partie du schéma qui est qu'il y a des politiques d'adaptation. En fait, laisser une forêt telle qu'elle, c'est une politique d'adaptation, mais elle ne rapporte rien. Par contre, faire une digue, faire une construction, etc., c'est de la croissance, c'est un chiffre d'affaires. Et donc, ce problème-là d'imposer, alors il y a aussi l'imposition de nos méthodes à des populations, enfin, ça c'est, mais je veux dire, ça c'est hors climat, malheureusement, c'est le cas pour tout, hein, la santé, l'éducation, etc. Mais le fait d'imposer certaines, ou de n'avoir comme réflexe que certaines politiques d'adaptation, ça, malheureusement, c'est plus lié à une façon de penser globale que à certaines zones en particulier comme l'Afrique. Ça, c'est le cas partout. Julia, avant d'aborder la troisième partie, un dernier petit mot sur l'impact du changement climatique, qu'on connaît un petit peu déjà sur la productivité de nos équipes, et puis sur le capital humain. On a déjà touché un petit mot, on a l'habitude de travailler dans la chaleur. Pour ceux qui sont dans les chantiers ou dans les usines, on commence à s'adapter, effectivement, mais il faut s'adapter dans la durée. Et est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je pense qu'il y a eu une première prise de conscience qui a eu lieu en 2003. Ça a été en France, ce n'est pas le cas partout. Et là, il y a les vagues de chaleur successives en ouvrent une deuxième. Mais il y a vraiment un sujet qui, en fait, il y a certains secteurs qui l'ont déjà intégré. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres. Les secteurs les plus exposés, en fait, ont déjà intégré ces impératifs-là de changer certains horaires, de faire en sorte que les employés puissent garder en fait des conditions de travail qui soient acceptables. Mais il y a beaucoup d'autres secteurs pour qui c'est pas encore un sujet et qui se rendent pas du tout compte de l'impact du changement climatique sur la productivité. En fait, quand on parle de productivité, il y a à la fois donc le fait que les gens puissent travailler, tout simplement, le premier niveau, mais il y a aussi le fait que les gens travaillent moins vite, moins bien, quand ils ont trop chaud, parce qu'ils sont fatigués, parce que le cerveau est pas capable de travailler avec la même efficacité en cas de chaleur. Et en fait, ça, il y a des travaux qui l'ont documenté pour inciter les entreprises à s'adapter et à proposer des schémas d'adaptation à leurs employés. Ils ont chiffré les pertes de productivité liées à 2, 3, 4 degrés de plus. Et en fait, il faut faire le croisement entre ça et le fait que, comme ça a été le cas l'été dernier, où le gouvernement a imposé le fait que la climatisation ne pouvait pas être déclenchée en dessous de 25 degrés, je crois que c'était ça, pour économiser de l'argent. En fait, ça demande de l'énergie de climatiser. Or, on sait que, voilà, on peut prendre des raisons climatiques et géopolitiques, peut-être que l'énergie, elle va faire comme ça. Donc, on ne peut pas se reposer entièrement sur la clim. C'est ça que je veux dire. Donc, en fait, il va falloir penser à regarder du côté des pays qui sont exposés à des chaleurs plus importantes, comme autour de la Méditerranée, et comment eux, ils ont géré les températures les plus chaudes de l'été, et en fait, accepter de changer nos modes de fonctionnement. Mais ça, c'est beaucoup plus lent hein, que de construire des digues ou mettre de la clim, de changer un mode de fonctionnement. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qui sont faites petit à petit. Et mine de rien, il y a les déclics. Là, le même gouvernement fait passer certaines obligations maintenant, notamment dans le BTP, en cas de forte chaleur, des choses comme ça. Mais voilà, on met un petit peu de temps. On met un peu de temps. Merci. Alors, ce que je vous propose, s'il n'y a pas de questions, c'est qu'on passe à la troisième partie, qui sera plus rapide parce que ça va être plus technique, donc je ne vais pas vous embêter avec tout ça. Et s'il y a des gens qui s'intéressent, on pourra en parler après. Donc, les risques transitionnels, c'est des risques qui découlent de la manière dont on s'adapte au changement climatique. Donc, ça va être les politiques publiques, les lois, les technologies, les marchés, etc. Je vais en lister quelques-uns, parmi lesquels
comment les grandes puissances se positionnent vis-à-vis des politiques climatiques et qu'est-ce qu'elles vont mettre en place? Est-ce qu'elles vont mettre en place des subventions? Est-ce qu'elles vont mettre en place des schémas qui sont plutôt des taxes carbone, etc. Alors, les États-Unis, il y a une magnifique alternance politique qui nous permet de voir des investissements qui font du yo-yo comme ça, en termes de transition énergétique. La Chine, c'est des politiques publiques de long terme, et notamment, on a pu l'observer récemment quand on observe les véhicules électriques. Les plans chinois de soutien à la production de véhicules électriques, ils ont commencé dans les années 2010. Et aujourd'hui, sur le marché international, à part Tesla, c'est la Chine qui mène la danse en termes de véhicules électriques assez abordables. Et c'était ce qu'on a pu observer au salon automobile de Shanghai. En fait, c'est impressionnant. Or, on va vers des politiques de décarbonation dans tous les pays. Donc là, on est sur une opportunité économique qui a été saisie grâce à des subventions politiques. Et puis l'Union européenne, il y a un tournant qui a été opéré avec le Green Deal, donc en 2019. Et si vous avez des questions sur les différentes politiques du Green Deal, je pourrais essayer d'y répondre, notamment sur l'impact que ça peut avoir sur certains marchés. Donc, je vous parlais des États-Unis, je vous ai un peu illustré, ça c'est une étude qu'on avait faite il y a plusieurs années, sur la perception par les négociateurs des conventions climatiques sur qui a le leadership. Alors, ce qu'on voit, c'est que l'Union européenne, c'est assez stable. La Chine, ça monte. Alors là, c'est jusqu'à 2015, mais en fait, ça continue de monter. Puis les États-Unis, ça dépend de qui est le pouvoir. Et alors, avec Trump, ça s'est complètement effondré. Et donc, en fait, les États-Unis, c'est assez difficile à lire parce qu'en fait, il y a parfois absolument pas d'investissement. Et puis, pour rattraper, comme ça a été le cas avec Joe Biden et l'Inflation Reduction Act, on sort des milliards pour soutenir, peut-être pour ceux qui n'avaient pas les chiffres en tête, mais l'Inflation Reduction Act, donc c'est un texte américain qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui prévoit 369 milliards de dollars pour soutenir notamment la transition. Et en fait, ils incitent les entreprises à venir aux États-Unis, et il y a même du protectionnisme, puisqu'il faut produire une partie, alors c'est 40% sur certains produits, etc., des composés aux États-Unis, et parfois au Mexique et au Canada. Donc, ce que l'on peut observer, le risque transitionnel numéro 1, c'est quand même qu'il va y avoir un retour du protectionnisme, en tout cas des politiques qui vont se positionner différemment pour soutenir certains secteurs. Et il va falloir comprendre ça et suivre ça, parce qu'aux États-Unis, ça peut changer d'une année à l'autre. En Europe, ça ne change pas, mais par contre, c'est très compliqué. Et en Chine, c'est pas forcément disponible pour les entreprises étrangères, donc il faut pouvoir l'anticiper. Donc en Europe, je vous avais dit, c'était très complexe. Voilà, donc ça, c'est le pacte vert européen. Avec donc les objectifs en vert et à côté, en blanc, les textes qui vont avec. Nous, on s'intéresse plutôt là, parce que c'est le climat, au magnifique petit cercle rouge, donc qui est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. L'objectif européen, c'est moins 55% d'émissions de carbone en 2030 par rapport à 1990. Et alors là, si vous faites des estimations, regardez toujours la référence. Parce que moins 55%, ça ne veut rien dire si on ne sait pas depuis quand. Et 90, en fait, c'est un chiffre. Voilà, par exemple, la Russie utilise beaucoup les années 90 comme référentiel parce qu'entre-temps, ils se sont effondrés économiquement. Donc, en fait, ils sont toujours sous la barre de ce qu'ils avaient été en 90. Donc, ils peuvent totalement dire moins 55, ça veut dire absolument, ça veut dire augmenter. Et donc, il faut toujours regarder le référentiel. Et donc, il y a beaucoup de lois, vous le voyez à côté, et de textes qui s'articulent autour de cet objectif climatique, notamment le marché européen de crédit carbone, donc EU ETS en anglais, notamment les lois ou les textes autour des matériaux critiques, autour de certains équipements énergétiques, etc. Et donc, deux grands changements qui ont eu lieu récemment et qui peuvent vous impacter au niveau européen, c'est ces deux-là. L'extension du marché carbone. Donc aujourd'hui, le marché carbone, il couvre pas mal de secteurs, et il couvre des secteurs sans forcément les faire payer, puisqu'on donne des crédits à des entreprises qui les utilisent mais qui ne payent pas. Peu à peu, en fait, ça va disparaître.
Et puis, il va s'étendre à des nouveaux secteurs. Et il va notamment s'étendre au secteur du transport, que ce soit maritime, terrestre ou ferroviaire, et au secteur du bâtiment. Et puis, ouais. Excuse-moi, mais à ce sujet, on était la semaine dernière ou l'autre au Cameroun, à Douala, avec Fabien, et donc à ce moment, on était surpris de voir qu'un conteneur venant de Chine en Afrique centrale, au Cameroun, donc c'est un peu plus loin qu'en partant de Saint-Nazaire du Havre, et ben, le conteneur chinois était moitié moins cher que le conteneur français. Donc là, il y a du lobby, comment expliquer ça? Il y a sûrement plus de volume entre la Chine et l'Afrique qu'entre la France et l'Afrique. Mais c'est assez étonnant, quoi. On était assez surpris de. Il peut y avoir des subventions. Ouais, c'est ça, les Chinois peuvent subventionner les. C'est ce qui nous suggérait. Oui, ils subventionnent beaucoup le transport. Et donc, il va être taxé prochainement? Alors, pour le transport maritime, la taxe, c'est très progressif. Donc, dans un premier temps, ils vont avoir des crédits d'émission gratuits. Donc, ça va pas. Ils se préparent, cela dit, les auditeurs. Ils vont avoir des crédits d'émission gratuits et en fait, ils ont un système à part. C'est pour ça que je dis extension, parce qu'on va leur demander moins d'efforts que aux autres secteurs, parce qu'ils partent de plus loin, on va dire, pour le transport maritime. En tout cas, des efforts progressifs. Et donc, ils vont avoir, dans un premier temps, ça va être simplement les trajets entre pays européens, où il va y avoir des limites et des crédits gratuits, puis peu à peu les crédits seront payants. Et après, ce seront tous les trajets qui arriveront, qui partiront d'un pays européen à 50%. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit on considère que 50% de ce qui a été émis, c'était pour arriver en Europe. Mais pour faire face à l'injustice que ça crée en matière de compétitivité, il y a donc ce deuxième mécanisme qui a été mis en place, qui est ce qu'on appelle parfois la taxe carbone frontière, le mécanisme d'ajustement, qui en fait est prévu pour compenser l'injustice économique que ça peut créer, le défaut de compétitivité. Donc l'idée du mécanisme d'ajustement aux frontières, c'est de faire payer aux importations leur empreinte climat de chez eux, parce qu'en fait, les Européens devront le payer chez eux. Et donc, pour l'instant, ce mécanisme d'ajustement aux frontières, il est prévu pour quelques secteurs dont je vais essayer de me souvenir. L'acier, l'aluminium, les productions d'électricité, si on est relié au continent européen, l'hydrogène, les engrais, et je crois que c'est tout. Il doit y en avoir peut-être un autre. Et en fait, l'idée, c'est de prendre les secteurs qui sont les plus émetteurs, donc qui sont vraiment injustes pour les secteurs européens qui seraient, enfin, pour les entreprises qui seraient implantées en Europe, les plus émetteurs et qui ne font, donc les pays n'ont pas d'accords commerciaux avec l'Europe. Donc quand on regarde les premiers producteurs de ces pays, de ces produits-là, par exemple les engrais, ça va être la Russie. Voilà, ces liens-là interpolitiquement aussi. Parfois, ce sont certains secteurs qui sont choisis en premier. Et là, les grands partenaires commerciaux de l'Europe sur certaines matières premières comme le fer, l'acier ou l'aluminium, comme la Chine, sont déjà en train de discuter pour qu'il y ait des accords. En fait, l'idée de l'Europe, l'idée de l'Union européenne, c'est vraiment de ne pas créer de fossé entre des hauts fourneaux en Europe et des hauts fourneaux en Chine, et que rattraper ça. Donc après, la Chine est en train de mettre en place son marché carbone aussi. Donc voilà, les choses peuvent se mettre en place. Il va y avoir des... Mais ce mécanisme d'ajustement, il va créer des opportunités et des inconvénients en termes d'export. Parce que c'est à la fois des opportunités, c'est-à-dire que la concurrence ne va peut-être pas être capable d'importer en Europe. Donc ça veut dire que des marchés européens entre eux, ils vont être avantageux. Il y a des marchés européens qui vont être abandonnés par certaines entreprises étrangères, puisque ça va leur coûter trop cher de produire. Et à quel terme ça, Julien? Ça, c'est 2020. Non, c'est 10 ans. On est sur 10 ans. Il y a des étapes 2024, 2026, 2027, 2028, 2030. Donc en fait, en 2030, c'est une place. Donc ça va aller assez vite. Et après, la question, c'est jusqu'où ils vont étendre ces secteurs, cette couverture sectorielle économique. Et le problème, par contre, en termes de production, c'est que pour importer certaines matières premières, ça va coûter plus cher.
Et donc l'idée, c'est de se reporter sur des productions européennes, donc qu'il y ait des entreprises qui ouvrent en Europe, justement pour répondre aux besoins de certaines entreprises en Europe. Mais ça, je vous conseille de suivre ce qui se passe, même si c'est assez technique, parce que ça aura un impact direct, pas dans un premier temps, parce qu'encore une fois, ils vont donner des crédits gratuitement, donc ça ne va rien changer. En fait, l'idée, c'est de mesurer les émissions dans un premier temps. Il faut avoir des données, parce qu'après, on ne sait pas de quelle référence. Donc, ils vont d'abord mesurer, ensuite, ils vont donner des crédits gratuits, et après, ils vont augmenter le prix du crédit progressivement. Donc ça, c'est un risque transitionnel majeur. Et après, il y a les politiques françaises qui s'ajoutent à ça, qui se font sous l'égide de l'Europe. Donc le moins 55%, en France, il se répercute en moins 50% parce qu'on sélective entre pays européens. Et donc il y avait le plan qui a été présenté par Elisabeth Borne en mars, si mes souvenirs sont bons. Il y a des annonces en mars qui ont été faites, on va décarboner, etc., etc. En fait, tout n'est pas encore prêt. C'est l'annonce globale des chiffres. Ça va se décliner petit à petit. Mais il a été souligné que la moitié des futures mesures vont concerner les entreprises avec des secteurs prioritaires, et vous retrouverez les magnifiques slides du gouvernement sur cette présentation. Donc, il y a tous les secteurs qui sont touchés, qui sont concernés, avec les pourcentages d'émissions qui sont attendus. Enfin, les baisses d'émissions qui sont attendues, etc. Et normalement, tout va être fait pour accompagner les entreprises, d'une part pour s'adapter aux réglementations françaises, mais surtout pour s'adapter aux réglementations européennes, parce qu'en fait, les réglementations françaises ne sont que des déclinaisons de ce qui a été décidé au niveau européen. Et ça, ce sont des risques transitionnels importants parce que en fait, les entreprises autour du monde les prennent en compte. Les grandes entreprises, les multinationales, vont faire leur shopping, je pense, entre différents pays, comme ça a été déjà le cas pour les droits pour le droit du travail, etc., pour les salaires. Ensuite, ça va être tel pays me donne des subventions, mais tel autre me permet d'être compétitif sur tel endroit, etc., etc. Donc, ça va être une nouvelle dimension dans le jeu de choix stratégiques d'implantation pour les entreprises et pour les usines et les produits. Je vais en rester là parce qu'après on rentre dans l'aspect très technique avec les secteurs, etc. Mais je voulais juste attirer votre attention parce que pour moi, c'est vraiment lié au changement climatique. Et c'est aussi un élément majeur à avoir en tête quand on s'intéresse à cette question. C'est les risques de transition. Est-ce que vous avez des questions? On a perdu tout le monde. Eh oui, j'ai gardé plus technique pour la fin, donc là c'est vraiment. Non, mais oui. S'il vous plaît, là-dessus. Je voudrais savoir, toutes les perspectives que vous avez prises, qui sont très claires, merci pour la synthèse. Est-ce qu'il y a des évaluations autre monde sociétal, biodiversitaire, etc., qui se font aussi sur la finance? Quand je parle de la finance, c'est-à-dire que la création de richesse, on peut imaginer finalement se ralentir, voire se passer par rapport à l'endettement, parce que vous avez beaucoup parlé de crédit gratuit, même s'il y a des taux qui peuvent augmenter par la suite, mais le contexte est celui d'aujourd'hui, c'est imaginer celui de demain. Les projections doivent être faites. L'endettement public devient de plus en plus colossal, avec une création de richesse. C'est pas une certitude, en tout cas dans la vision de ce que vous pouvez présenter. Comment vous évaluez ça entre les recettes et finalement les dépenses et l'endettement? Alors, je permets moins sur cette question, parce que c'est très complexe. Je peux juste gratter le haut de ces questions-là. Donc, je pourrais vous envoyer, si vous voulez, je vous donne mon mail et je pourrais vous envoyer des travaux qui portent sur la question, parce que c'est un autre genre, c'est de l'économie, c'est de l'étude des marchés financiers. Il y a énormément de choses qui sont faites dans le secteur privé sur la question, parce que les banques et les assurances se préparent. Et les banques et les assurances sont parmi les acteurs privés qui ont le mieux intégré et le changement climatique et tous les risques dont je vous parle, parce qu'ils voient directement l'impact sur leurs activités. Et notamment sur la question des dépenses étatiques. Ce qui est frappant quand on travaille sur ce sujet, c'est que les assurances intègrent maintenant, et d'ailleurs je vous invite à regarder vos clauses si elles vous nommez, il y a parfois des clauses qui sont ajoutées sur la couverture des événements climatiques.
parce que ça coûte trop cher aux assurances d'assurer des événements. Et donc, c'est l'État qui est assureur et qui va prendre le relais de certaines assurances. Donc, voilà, des petits trous dans le budget public supplémentaire. Non, c'est une vraie grosse question de politique publique. C'est qui doit gérer les coûts qui sont dus à tout ça. Et sur la question de la croissance, ça, j'ai pas d'études en tête là qui aurait. Alors, il y a beaucoup d'études qui essaient de montrer que la croissance va baisser à cause du changement climatique. En réalité, c'est assez approximatif. Je crois que Landhaus avait travaillé sur la question. Il y avait des pourcentages en moins pour faire peur un peu. Mais en fait, derrière, méthodologiquement, c'est très dur de faire ce travail-là parce qu'en fait, c'est des spéculations sur des spéculations sur des spéculations sur des spéculations. Donc, à la fin, c'est assez difficile d'avoir une estimation claire. Donc moi, pour le coup, je suis pas pessimiste sur l'économie parce que je pense qu'on va pouvoir réinventer soit des nouvelles technologies pour créer de l'énergie, soit s'adapter, proposer toujours des nouveaux produits qui répondent à des besoins. Nos besoins vont certainement évoluer, mais on va pouvoir créer des nouveaux produits. Mais par contre, la question de, effectivement, quelle croissance, est-ce qu'on vise la croissance ou pas? Ça, c'est une première question. Surtout quand je parlais des exemples de, en fait, est-ce qu'on préfère laisser une forêt telle qu'elle ou en faire un objet de croissance? Et puis, est-ce que la puissance publique va pouvoir tenir le coup face à tout ça, sachant que c'est à peu près toujours sur la puissance publique que ça retombe. Et ça, au niveau de l'Union européenne, il y a des grosses questions. Donc, c'est intégré, mais je ne saurais pas vous dire de quelle manière, parce que là, je n'ai pas de tête. Mais en tout cas, ça fait l'objet d'études, de beaucoup d'études, ça. Et notamment les actifs échoués. Actifs échoués, c'est un terme qui est très utilisé. En fait, c'est tous les actifs financiers dont on sait qu'ils ne pourront plus servir à cause du changement climatique à partir d'une certaine échéance. Et en fait, là, il y a beaucoup de banques et de fonds d'investissement qui font des études sur les actifs qu'ils détiennent qui pourraient être échoués pour éviter d'investir dans ces secteurs. Si vous n'avez pas d'autres questions. Julien. Justement, vous parliez de l'État et comment sont organisées les discussions internationales pour que les États aient intérêt à agir. Alors, l'accord de Paris a beaucoup changé les choses en essayant de ne pas imposer des choses parce qu'en fait, les États étaient très, très réfractaires à ce qu'on impose quoi que ce soit. Mais en essayant de créer plutôt de l'émulation qui sera le meilleur. D'ailleurs, ça marche parce qu'après, il y a des études de leadership, etc. Donc, moi, je me positionne mieux, j'ai les meilleures politiques publiques, tout après ce que je vous disais par rapport aux références, parce que, en fait, c'est qui sortira les meilleurs chiffres, mais on ne regarde pas derrière sur quoi sont basés les chiffres. Donc, c'est au niveau international, c'est énormément basé sur, d'une part, la politique politicienne pure, c'est-à-dire la réputation et ce que ça peut avoir comme répercussion en interne, et d'autre part, sur le poids, parce qu'en fait, chaque pays a une voix. Et donc, il y a beaucoup de pays en développement et des pays les plus vulnérables qui ont créé des coalitions pour faire pression sur les pays en développement, les pays développés. Et donc, ça aussi, ça joue beaucoup, par exemple, sur les fonds débloqués pour toutes ces choses-là. Ça va être la pression par le nombre de votes, par toute la communication autour. Et puis le dernier point, et ça, les ONG ont une réputation qui peut être parfois assez mauvaise, mais en fait, dans ces négociations-là, souvent on les appelle les garde-fous. C'est-à-dire que c'est ces ONG qui permettent, qui font en sorte qu'on ne mente pas trop, qu'on ne raconte pas trop de bêtises au niveau international, parce que derrière, ce sera vérifié. Donc là aussi, elles ont un rôle essentiel de vérification des propos tenus et de la manière dont une fois qu'on a déclaré quelque chose, on le met en place ou pas. Donc ça tient beaucoup à cet équilibre entre scientifiques qui émettent des avis, pouvoirs publics qui ont envie de se positionner comme les meilleurs et qui ont des pressions internes ou externes, et puis groupes d'intérêt ou ONG qui vont vérifier ce qui a été dit. Au niveau international, c'est comme ça que ça se passe. Mais le souci, c'est que personne n'a intérêt à agir tout seul. Donc pour l'instant, ça ne marche pas très vite.
Merci beaucoup, Julien, pour cette présentation extensive et très claire. Je propose peut-être de petites conclusions générales, qu'on puisse effectivement essayer de synthétiser tout ça. Oui, très bien. Donc, en géopolitique, c'est très volatile, donc je ne vous dirai pas qu'on peut se préparer géopolitiquement, parce que c'était un peu le titre de cette présentation qui était à la fois quel avenir géopolitique et quel avenir climatique. L'avantage du changement climatique, c'est que c'est quand même modélisé, c'est beaucoup plus prévisible, donc on peut s'y préparer. Donc, si j'ai un conseil, c'est d'une part de se renseigner sur la question, de voir quels sont les outils mis en place, mis à disposition par les pouvoirs publics pour se préparer, mais qu'il y a des outils, on sait se préparer et on peut le faire. D'un point de vue très terre à terre, diversifier nos approvisionnements. Parce que géopolitiquement ou climatiquement, il peut toujours y avoir des ruptures. Et ça, c'est vraiment pour moi essentiel. Et puis, se préparer aussi en anticipant les réglementations. Et là aussi, il y a des gens qui travaillent sur cette question. Donc, en fait, il suffit d'aller écouter les gens qui travaillent sur cette question, de décrypter ce qu'ils disent et de leur demander de présenter les choses plus clairement. Parfois, c'est pas toujours facile. Mais en fait, d'intégrer le fait que le risque, il n'est pas uniquement dû au climat et aux socio géopolitiques, mais aussi à comment on fait pour y répondre. Comment on s'y prend? Est-ce qu'on s'y prend bien? Est-ce qu'on s'y prend mal? Est-ce qu'on accompagne? Est-ce qu'on rend ça visible et visible à long terme? Est-ce qu'on offre une visibilité long terme au secteur privé? Ça, c'est une vraie question. Et donc, il y a des structures gouvernementales, il y a des outils au niveau local qui existent. Tout est fait. La seule question, c'est de vouloir le faire et de savoir que ça existe. Et là, normalement, j'ai un peu aidé aux deux. Donc, vous savez que ça existe et vous avez peut-être un peu plus envie de le faire. Ce qui était mon travail aujourd'hui. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je pourrais y répondre si j'ai la réponse ou vous m'envoyer à des gens qui ont la réponse. Donc, j'estime avoir la réponse. Et puis, écoutez, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Comme je vous l'ai dit, mon travail est essentiellement de travailler sur le scénario du pire. Donc, je suis désolée pour les mauvaises nouvelles si j'en ai apporté aujourd'hui. On est en thérapie de groupe à l'INIS. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est assez dur comme métier de faire ça, mais en même temps, notre raison d'être, notre raison d'exister, c'est de faire en sorte que ça n'arrive pas. Parce qu'en fait, en prévenant les acteurs qui ont les outils en main, on fait en sorte que ça n'arrive pas. Donc, notre travail à nous, c'est de venir faire ça, de préparer le gouvernement, de préparer les armées, de préparer les acteurs privés, de préparer les communautés et les collectivités locales pour que ces changements ils soient intégrés et ils aient lieu. Donc, on n'est pas acteurs nous-mêmes, mais j'espère que ça vous aura donné l'envie d'agir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien. Je trouve ça pour ma part très très intéressant. Alors, ce que j'ai retenu, pour être très factuel, vous voyez, moi qui suis dans les plus élevés, je me dis, bon, le prix d'énergie augmente, achetez vite des couettes, comme ça vous pouvez baisser le thermostat. De l'autre côté, par contre, les plumes sont hydrophobes, vous pouvez les faire flotter si jamais le niveau de la mer augmente, ne vous inquiétez pas. Donc ça amène, au-delà de ça, effectivement, énormément de réflexion au niveau de l'international par rapport aux zones vers lesquelles il va falloir se regrouper et se réorienter probablement. Ça va aussi, je pense, modifier nos méthodes d'approvisionnement, oui, de production aussi, pour s'adapter effectivement à tous ces changements-là. Et ça, je pense qu'on ne peut le faire au-delà de la puissance publique. La puissance publique a ses limites. Et je trouve que justement, pour préparer et pour ça nous apprend ce type de débat, à savoir vers quelle destination peut-être il faut possiblement aller. Et je pense qu'il faut y aller en groupe parce qu'on aura tous des compréhensions différentes de ce qui nous a été présenté et des secteurs différents où on peut justement échanger sur le sujet. Donc, je trouve ça très intéressant de savoir vers où il faut aller. Donc, vraiment, merci beaucoup pour cette présentation.
Et donc, comme j'ai bien compris que la thérapie de groupe était nécessaire, parce que je vois bien qu'ils le font en Iris et aussi, je vais vous proposer derrière, après, je remercie effectivement Sophie Léu pour leur brillante animation et merci à tous d'être venus assister, à Lucille d'avoir mené ça aussi et à la CCI. Merci à vous tous. Et donc, pour continuer la thérapie de groupe, je vous propose de basculer sur le cocktail. Voilà, vous remarquerez qu'il y a effectivement une climatisation qui est existante, mais n'hésitez pas à aller quand même vous rafraîchir. Merci à tous. C'est la bonne nouvelle. Comment les autres, si tu viens, ah, je prague. Donc, on l'a pas le temps. Oui, je l'ai vu. C'est justement que tu fais bien. Voilà. Mais il y a des gens qui sont vivants un peu, je sais pas.